La Guadeloupe, île des Caraïbes, bordée de récifs coralliens où la vie foisonne. Derrière cette image de carte postale, la réalité inquiète les scientifiques. Comme dans beaucoup d'autres mers tropicales, les coraux qui construisent ces récifs sont menacés par la pollution et le réchauffement de l'eau. Trois équipes issues de différents aquariums publics français se sont donné rendez-vous ici, à Pointe-à-Pitre, pour une aventure scientifique exceptionnelle, collecter des cellules reproductrices de corail au moment de la ponte, puis élever en aquarium les larves issues de cette reproduction. La maîtrise de cet élevage pourrait contribuer à mieux connaître et protéger ces espèces fragilisées dans le milieu naturel. Les plongeurs et les scientifiques venus d'Océanopolis, de l'aquarium de la Guadeloupe et de l'aquarium de La Rochelle retrouvent Franck Mazéas afin de préparer la mission. Depuis plusieurs années, Franck plonge de nuit au moment de la ponte des coraux. Pour chaque espèce, la ponte intervient à un moment très précis de l'année, en relation avec les phases de la Lune et la température de l'eau. On va travailler et essayer de récupérer des œufs sur deux espèces de coraux principalement, qui sont des coraux du genre Montastrea. Et il y a une espèce qui s'appelle Montastrea annularis, qui forme des espèces de grosses patates avec des dômes plus ou moins jaune-vert. Et une espèce assez voisine en fait, qui s'appelle Montastrea faveolata, qu'on trouve sur le même site, et qui est beaucoup plus encroûtante avec une teinte brun-rouge. Selon les observations de Franck, ces deux espèces devraient pondre le 11 septembre entre 21 h et 22 h. Tout doit être prêt pour ce rendez-vous. Parmi le matériel, d'étranges filets à papillons. Ils serviront à récolter les cellules reproductrices libérées en pleine eau au moment de la ponte du corail. Un flacon est vissé à l'extrémité pour collecter les œufs piégés dans le filet. L'équipe s'affaire également à mettre en place l'installation qui permettra d'élever les larves de coraux pendant les quelques jours qui suivront la ponte. Tous les paramètres doivent être précisément contrôlés de façon à recréer les conditions idéales au développement des larves. Direction l'anse de Grand Cul-de-Sac marin pour la première plongée. Il s'agit tout d'abord de définir un site favorable et de le baliser pour les plongées suivantes. Après quelques minutes de recherche, l'équipe repère 3 sites distants d'une dizaine de mètres avec des colonies en bonne santé. Les plongeurs installent sur le fond une ligne de vie entre les 3 secteurs. Cela facilitera les déplacements nocturnes. Enfin, un corps-mort est mouillé au pied du site principal pour amarrer les bateaux. Les coraux ont une importance ici dans les îles tropicales et particulièrement en Guadeloupe. D'abord, ça sert de nurserie pour bon nombre de poissons. Les poissons vont y pondre et les alevins se cachent dans les coraux. Donc ça a une importance pour l'activité économique de la pêche. Ça a une importance économique aussi. Est-ce qu'on peut imaginer un développement touristique en Guadeloupe sans coraux, avec des fonds qui seraient morts? Et puis enfin, les coraux ont un rôle important à jouer pour la protection des côtes, puisque c'est une barrière qui va protéger des houles cycloniques les côtes. Et on pourrait craindre, si les coraux devaient complètement disparaître, que les vagues, que la houle se casse sur les côtes dans les mangroves, et ce qui serait véritablement une catastrophe, parce qu'il y a des ports de pêche qui sont protégés et des villes qui sont protégées par ces barrières de corail. Un deuxième système de collecte est mis en place. Il est composé de 2 grands filets coniques positionnés au-dessus des colonies de corail. Ces pièges devraient permettre de récolter une quantité d'œufs plus importante.
3 soirs de suite, les équipes répètent l'opération dans ses moindres détails. L'approximation n'est pas de mise. J-1. En principe, il s'agit de l'ultime occasion de faire les mises au point. Et si Franck s'était trompé de 24 heures? La tension monte. Chacun se concentre sur son rôle et se pose des questions sur les chances de réussite. Et si la ponte avait lieu prématurément? Il est important d'en avoir le cœur net, d'aller vérifier ce qui se passe en bas. Les plongeurs scrutent les polypes de coraux, attentifs aux moindres signes annonciateurs de la ponte. Mais ce soir, rien ne vient perturber la vie nocturne du récif. Tous ses habitants s'activent à la recherche de leur nourriture, chacun à sa façon. Sont-ils déjà à l'affût du festin annuel que constitue la ponte du corail? Les plongeurs remontent. La ponte n'a pas eu lieu ce soir. Rien malheureusement ce soir, j'espère que ce sera pour demain. Mais c'est quand même des moments agréables. Moi j'écoute ce qu'on me dit et Franck nous a dit que c'était ce soir. Alors on va voir. On a hâte de voir, je pense que ça sera très difficile d'attendre jusqu'à 9h30 puisque c'est l'heure précise où ça va pondre. Regarde si ça pond pas, hein. Putain, c'est l'angoisse là. « 21h. Le corail devrait déjà présenter les signes imminents de la ponte. Le doute s'installe, des regards anxieux se croisent. Rien ne semble indiquer qu'il va se passer quelque chose ce soir. Enfin, à 21h25, une première colonie présente les indices tant espérés. À l'intérieur de chaque polype, une masse blanche migre vers la bouche. Le corail pond enfin et un signal semble se propager à toutes les colonies environnantes qui simultanément libèrent des millions d'œufs. Le spectacle est fascinant, mais il faut rester concentré et collecter une quantité suffisante de cellules reproductrices. Les deux espèces étudiées sont des coraux hermaphrodites. Au moment de la ponte, chaque polype émet des petits amas d'œufs et de sperme. En remontant à la surface, ils se dissocient. Séparés, ils sont dispersés dans la masse d'eau du lagon et là, ils rencontrent les cellules d'autres colonies qui ont pondu au même moment. La fécondation a lieu. Pour l'instant, les filets fixes restent vides. Les colonies situées dessous ne semblent pas prêtes à pondre. Bien rempli. Voilà, ça a pondu. Enfin, moi j'étais sur une colonie qui a pondu. Donc voilà, j'ai récupéré des œufs. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Et je pense que Franck en a sur une autre colonie qui devrait arriver. Dominique est le premier à remonter pour prendre soin de la récolte. Désormais, chaque minute compte. Enfin, les choses s'accélèrent sous les filets fixes.
Les colonies pondent et les collecteurs se remplissent d'œufs. Ils doivent être ramenés au plus vite sur le bateau. Et apparemment, il y en a pour les annularis. C'est pour les tours. C'est bien de l'annularis. S'il est pas reparti. Ça a pondu. Ouais. Le jour prévu, l'heure prévue. C'est pas bon ça. Ouais, je commençais à Il faut maintenant séparer la ponte des organismes planctoniques qui, attirés par la lumière, ont été collectés en même temps. L'eau doit être la plus propre possible pour favoriser la fécondation et le développement des larves. Heureux. C'est pareil. Heureux parce qu'au début j'avais un petit peu peur quand même parce que je voyais 3 petits œufs sortir, c'était vraiment rien du tout. Puis tout d'un coup c'était l'explosion sur une colonie, puis l'explosion sur une autre un peu plus loin et encore un peu plus loin. C'était extraordinaire. Les cellules reproductrices sont désormais dans une eau bien propre. Les amas de cellules, qui étaient facilement visibles à l'œil nu, laissent la place à des particules beaucoup plus petites. Ce sont les ovocytes, prêts à être fécondés. C'est le sperme, également libéré dans l'eau, qui lui donne cet aspect laiteux. C'est un peu dense leur dos. Il faudrait le diluer. Je sais pas, dans le volume, avec plus ou moins d'eau, si c'est trop chargé en sperme. La ponte est transférée dans des glacières pour le retour à l'aquarium de Pointe-à-Pitre. Pendant la demi-heure de navigation vers la Terre, la précieuse cargaison est légèrement brassée par les vibrations du bateau. Cette agitation facilite le contact des ovocytes avec le sperme et favorise la fécondation. Mais la soirée n'est pas encore finie. Il faut maintenant s'occuper de transférer la ponte dans l'enceinte d'élevage. Le courant d'eau dans les bassines assure un brassage qui permettra le développement des larves comme si elles étaient en milieu naturel. Une rapide observation sous une loupe binoculaire permet de se rassurer quant au succès de l'opération. 2 heures après la ponte, les premières cellules fécondées commencent à se diviser. C'est l'embryogénèse. L'équipe vérifie que tout fonctionne bien avant de quitter l'aquarium. On peut vraiment parler de larves maintenant qui ont, elles ont 36 heures et elles ont beaucoup évolué en fait depuis la fécondation puisque maintenant elles sont, on voit très bien à l'écran, elles se déplacent activement. On voit qu'elles sont ciliées sur toute leur surface, ce qui leur permet en fait de vraiment nager. Et donc c'est intéressant et c'est signe que ça marche plutôt bien. Durant 3 jours, les scientifiques vont surveiller l'évolution des larves. Il est maintenant temps de les conditionner pour les transporter jusqu'en métropole. Arrivées à destination, les larves seront transférées dans de petits bacs qui contiennent des tuiles en céramique sur lesquelles elles se fixeront. C'est une autre aventure qui commence, elle va prendre beaucoup de temps. Si tout se passe bien, la larve va se transformer en un polype qui sera à l'origine d'une colonie de corail. À l'issue de cette opération, un protocole décrivant la collecte des cellules reproductrices et l'élevage des larves des coraux du genre Montastrea a pu être mis en place. De prochains rendez-vous avec la ponte du corail permettront de l'affiner et de maîtriser complètement la reproduction de ces espèces. Il sera peut-être possible de réintroduire dans le milieu naturel de jeunes colonies élevées en aquarium et de contribuer ainsi à la protection des récifs des Caraïbes.